Bonjour les amis. Alors moi quand j'ai vu Valentin la première fois, j'ai tout de suite été charmé. C'est-à-dire qu'un humoriste, c'est celui dont on a envie de devenir ami. Et Valentin, avant même qu'il ouvre la bouche, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'éminemment sympathique chez ce garçon que j'avais envie d'aimer sans même connaître. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Et puis ensuite, il a ouvert la bouche. Et là, je me suis dit, me suis-je trompé? Et finalement, non. Et ce que j'ai trouvé absolument brillant dans les premières secondes de ce qu'il nous a dit, c'était son sens de l'improvisation. Il a eu des réponses absolument délicieuses à chacune des questions qu'on lui posait en interview. Et ensuite a suivi le sketch. Et pour tout dire, j'ai trouvé le sketch moins brillant finalement que son esprit. Et là, je vois que ce qu'il est en train de produire rattrape ce qu'il est vraiment. Et ça, c'est fort. Et je sens aussi quelque chose de très assumé. Il est de plus en plus lui-même. Et quel plus beau chemin que celui-là, que d'aller vers soi-même, ce qui permet à tout le monde de faire de même et d'aller vers soi-même. Et avec, si on était entouré que de gens comme Valentin, singuliers, qui acceptent leur singularité, qui la vivent et qui en font une force, on irait tous vachement mieux. Je t'embrasse Valentin, je vous embrasse. À plus. Bonjour Valentin Reiner. Bonjour Ruben. Cette vidéo qu'on vient de voir d'Éric Antoine, Éric Antoine, c'est définitivement une personnalité qui a totalement changé ta vie. Ça c'est sûr. Je lui dois beaucoup de choses. Je lui dois le commencement d'une carrière. Août 2019, on vient de le dire, c'est le lancement de ta carrière. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble tout ce qui s'est passé avant cette fameuse date de l'enregistrement d'Incroyable Talent et que tu nous racontes un petit peu ton histoire. Ok, très bien. Donc Valentin, en quelques mots, c'est quoi pour toi être bègue? Et puis, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à être bègue? Alors, grosso modo, le bégaiement, c'est un trouble de la parole. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir bègue en fait. Et la deuxième question, les avantages, j'en ai plein. Car moi, ça m'a permis d'être plus tolérant, d'être plus à l'écoute des autres. Et puis aussi, en ce moment, avec le Covid, moi j'ai un gros avantage, car avec le couvre-feu, j'ai une attestation de la NASA. Et sur le papier, c'est marqué Monsieur Reiner évolue dans un espace-temps indéterminé. Mais bon, je tiens à préciser que être bègue, ça ne veut pas dire qu'on est né bête. Hein. Bon, même s'il y a des exceptions, hein, tu peux très bien être bègue et puis bête, mais là tu vas faire chier 2 fois plus le monde. Et là, j'ai une anecdote qui me revient en avantage. C'est qu'un jour, je me suis fait agresser dans la rue et puis le mec me demande mon numéro de carte bleue. Mais là, le temps que je lui donne le code, la carte avait bien expiré. Donc là, c'est un vrai avantage. Merci. Est-ce que ce bégaiement, c'est quelque chose de génétique? Est-ce que quand il y aura des petits Valentins plus tard, ils ont la possibilité d'être bègues? Alors là, c'est une question qui reste encore très ambiguë, car les chercheurs eux-mêmes se contredisent. Alors en gros, il y a beaucoup de théories de merde, hein, mais rien de concret.
moi, pour ma part, je sais que c'est pas inné, en fait, car mon institutrice de maternelle, quand j'avais 3 ans, elle a dit à ma mère, oh là là, Valentin s'exprime vraiment très bien, c'est clair. Et là c'est pour te dire que en fait, on n'est pas abègue, hein. C'est comme con ou raciste, hein. Tu deviens. Et ce n'est pas non plus une constipation verbale soudaine, hein. Non, car en fait, pour ma part, ça vient de plusieurs traumatismes, dont un plus gros que les autres, c'est que j'ai assisté à la noyade de mon amoureuse de ma maternelle, et depuis, je suis bègue en fait. Et j'avais le choix entre maître nageur et bègue. Ben moi, j'ai préféré bègue. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'à l'époque, on m'avait diagnostiqué Gilles de la Tourette en fait. La psychiatre avait annoncé à mes parents, bon bah, Valentin souffre du syndrome de la Tourette. Et là, ma mère, qui avait vu des reportages sur ça, elle s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Elle se trompe. Et donc là, on a vu un deuxième psychiatre, et lui a dit non, ce n'est pas le syndrome de la Tourette, rassurez-vous, il est juste te bègue. C'est un immense changement dans la vie d'une famille. Comme tu le disais tout à l'heure, tu as 3 ans, ta maîtresse dit que tu t'exprimes très bien, il y a ce choc dont tu nous as parlé. Quelle est la réaction de ta famille? Est-ce que, comme on le pense forcément, il y a un soutien immédiat ou il peut y avoir aussi une forme de rejet de certaines parties de la famille? C'est humain d'avoir peur. Et puis ma mère, au début, elle s'inquiétait énormément pour moi. Elle avait peur que je souffre du regard des autres, surtout. Et je me souviens qu'au départ, elle m'avait dit Valentin, si on se moque de toi, et tu n'hésites pas, quoi, tu frappes. Bon, j'ai essayé une fois, je me suis retrouvé la tête dans le bac à sable. Alors très vite, on a changé de stratégie. Et là, j'ai adopté l'autodérision que ma mère m'a apprise, en fait. Et puis, depuis, ça a très très bien marché, ça a fonctionné. Et ma mère, elle travaillait en usine. Elle faisait les 3 hits. Donc, un jour le matin, une semaine le soir et tout ça. Donc, moi, je dormais chez ma grand-mère en fait. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a quasiment élevé. Et puis elle, c'est elle qui m'a transmise la passion du cinéma, en fait. Et puis je me souviens qu'à l'âge de
4 ans, elle m'emmène voir le bossu de Notre-Dame. Et dans ma tête, je vois Quasimodo et je me dis, mais si lui, il a réussi avec une bosse, bah moi j'ai toutes mes chances. Et c'est vrai qu'avec ma grand-mère, on a un lien vraiment pas comme les autres, car tous les deux, on a eu des problèmes de parole en même temps, car elle a eu une trachéotomie, donc on s'est tout de suite complémenté en fait. Et puis après, à l'âge de 16 ans, ma mère meurt d'un anévrisme. Et puis donc là, tout de suite après, c'est ma grand-mère qui prend le relais. Et puis après, ça adapté en fait à tout ça. Et la chance, c'est qu'avec ma grand-mère, on comprend. Hein. On n'a même plus besoin de se parler. Bon, de toute façon, elle peut plus. Hein. Elle n'a plus le corps vocal. Et puis moi, en plus d'être bègue, je suis dyslexique. Hein. Ça veut dire que je ne sais ni parler ni écrire. Hein. Tu vois un muet manchot, et c'est moi. Et puis en plus de ça, je suis dyspraxique. En fait, la dyspraxie, c'est vraiment un manque de repères dans l'espace et de coordination de mouvement. Je suis en gros une marionnette à fil manipulée par un parkinsonien. Pour un exemple, quand tu es venu t'installer, hein, tu t'es trompé 3 fois de rangée. c'est un exemple qu'on peut donner. Tu le disais, ta maman, elle t'a donné des armes. Oui. Parce que y a un endroit, et on l'a déjà vu dans l'actu récemment, malheureusement, il y a un endroit terrible pour un enfant, c'est l'école. Alors on y apprend la vie, on y apprend beaucoup de choses, mais c'est également l'endroit où les moqueries s'installent. On sait que les enfants sont pas toujours très tendres entre eux. Ça s'est passé comment l'école pour toi? Alors, au point de vue moquerie, j'ai vraiment pas à me plaindre. C'est que tout de suite, on m'a toujours bien intégré. Mais je pense que ça vient de ma mère aussi, car elle m'a jamais mis dans un coin avec une étiquette en disant t'es bègue, tu vas dans le placard. Non, elle m'a toujours bien intégré. J'ai toujours été à la mode. J'allais au cinéma très souvent. Donc, j'avais de la discussion, ce qui est un peu un oxymore hein, pour un bègue. Mais l'école, donc, avec les élèves, ça se passe très bien, mais par contre, avec les profs, un peu moins bien, car j'ai redoublé mon E1, car en lecture, je butais sur les mots. Alors ça, c'est incroyable. C'est l'instit qui nous dit à ma mère et puis moi, écoutez, à Valentin, il bute sur les mots aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. L'école de la vie, tu nous l'expliques, ça se passe pas si mal finalement, en tout cas mieux que ce qu'on pourrait le penser. Oui. Tu perds ta maman.
Tu penses déjà à ce moment-là peut-être à monter sur scène ou pas encore du tout, mais en tout cas, faut rentrer dans la vie active. Ouais, sauf que quand je dis aux profs que j'aimerais être acteur, ils me disent, bon, si t'aimes le cinéma, eh ben, tu peux faire projectionniste. Hein. T'es seul dans une cabine insonorisée, bah, tu ne feras chez personne, quoi. Mais sauf que moi, vraiment, je voyais par ça, quoi. Je voyais que par le cinéma, quoi. Et sauf que pour vivre, j'ai dû très très vite à aller à l'usine. À l'âge de 18 ans, j'allais pendant toutes mes vacances, en fait, car ça me permettait de financer mes études et puis ma vie. Et puis après, je me suis dit, bon, faut vraiment que tu trouves un boulot bien, quoi. Et là, je me dis, bon, allez, je vais faire aide-soignant. Mais là, je te jure, Ruben, c'est qu'un jour, on m'emmène un blessé à la jambe, mais le temps que je demande une compresse, bah, il avait déjà amputé le mec. Non, sérieusement, c'est plus compliqué. En fait, j'ai fait une prépa aide-soignant et puis j'ai fait plein de concours. Et un jour, j'arrive dans un entretien. C'était à Caen. Et là, je tombe sur deux infirmiers qui se foutent littéralement de ma tronche. Ils ont une crise de rire. Et là, tu as deux choix. La première, c'est soit tu sors de la pièce en larmes, et puis abandonne tout, mais là, c'est toi qui es ridicule. Et moi, je voulais que ce soit eux qui soient ridicules. Alors, tout du long, je suis resté avec un grand sourire. Et puis en partant, j'avais bien pleuré, mais ça, c'est pas bien grave. Mais au moins, j'y suis vraiment aller jusqu'au bout. Et puis après, je me suis dit, bon allez, j'avais plus que à tenter d'être standardiste au 115. C'est une bonne idée. Mais ça n'a pas du tout duré longtemps. et là, très vite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter d'être dealer? Mais le problème, c'est que je n'ai jamais rien vendu. Quand ils me voyaient, on pensait déjà être défoncé, quoi. Valentin, si je ne me trompe pas, tu as 27 ans, c'est ça? Ouais. 27 ans, alors c'est l'époque où certains s'installent en couple. Ouais. La vie amoureuse bat son plein. Ça change quelque chose d'être bègue avec les filles? C'est vrai que depuis mon passage à TTD, quoi, ça a changé ma vie, quoi. J'ai reçu 47 demandes de mariage. Tu vois, j'ai l'impression d'être un footballeur, mais sauf que moi, j'arrive à m'exprimer, quoi. Et puis, l'amour, je l'ai cherché, hein. Je me suis même inscrit
dans d'autres émissions télé. Hein. J'ai fait marier au premier regard. Hein. Je me suis retrouvé divorcé à la première parole et j'ai poussé le vice. J'ai fait l'amour et dans le pré. C'est une très bonne idée. Ouais, mais bon, ils l'ont jamais dit frisé. Car entre les agriculteurs et moi, bah, il y avait trop de sous-titres. et le truc, c'est que c'est vrai que pendant un certain temps, si je n'ai pas eu de relation longue, c'est que les filles ne voulaient pas trop me présenter à leur entourage, quoi. Hein. J'étais le mec sympa pour être en couple, mais pas plus longtemps, quoi. On montre pas trop aux proches. Et du coup, tout ça m'a donné l'envie, hein, de me mettre en couple avec des femmes atteintes d'un handicap. Alors, je suis tombé amoureux d'une aveugle, mais tu imagines un bègue qui guide une aveugle dans la rue. C'est pas le truc le plus facile. Non, bah, le temps de lui dire un caca, un camion, bah, elle est déjà morte et enterrée. Et puis la deuxième, une bègue. Mais le problème, c'est qu'elle passait son temps à me gueuler dessus. Elle pouvait commencer une dispute le lundi et puis la finir le jeudi. Donc voilà. Et la dernière, une impatiente. Ah bah ça, c'est le plus gros handicap. Hein. Surtout quand tu veux être en couple avec un bègue. Mais moi, cette fille-là, je l'aimais vraiment. Et le truc qui est drôle, c'est qu'un jour, je lui ai fait une longue déclaration d'amour, mais le temps que je finisse cette déclaration, elle était déjà mariée avec un autre. J'ai lu, avant qu'on se voit, Valentin, que les bègues, dans ton cas, étaient énormément à faire des tentatives de suicide, près de 80%, je crois. Ouais, c'est un chiffre, bien sûr, qui est approximatif, mais qui est malheureusement vrai. Moi-même, j'avais pas pensé plus d'une fois à mettre fin à mes jours. Et puis je me suis rendu compte que la vie était plus belle que tout. Et je me suis dit très vite, allez, relève-toi, t'as déjà perdu des proches toi-même, alors va pas faire du malheur aux autres et vis. Grâce à cette bonne décision, on t'a retrouvé dans l'émission Incroyable Talent, où tu as été jusqu'en finale. Tu as fini deuxième de cette édition de l'année 2019, ce qui a lancé ta carrière. Et on est ravis de pouvoir te retrouver sur scène pour ton premier spectacle. Donc, Valentin, juste avant de clôturer cette émission, on termine toujours de la même manière. C'est une personnalité qui va venir prendre ma place, que tu vas découvrir dans un instant, et c'est elle qui va te poser les 2 dernières questions. Ok, très bien. Prêt ? Avec plaisir. Bonjour Valentin. Bonjour Arnaud. Bienvenue à Reims. Merci. Alors j'ai écouté attentivement les questions que t'a posées Ruben il y a quelques instants et bien sûr tes réponses.
c'est une vraie leçon de vie, un vrai parcours de vie. Merci Arnaud. J'ai une ou deux questions. La première, c'est quel message pourrais-tu passer à des jeunes ou moins jeunes qui présentent un handicap, quel qu'il soit, et qui se mettent des barrières pour atteindre leur objectif? Quel est le message que tu pourrais leur passer? Alors moi, je dis toujours que chaque personne est différente. Et donc, je n'ai pas vraiment de conseils à leur dire, parce que je suis qui pour leur dire ça, mais une seule chose, c'est qu'il faut vivre à fond. Et puis, même si on a des petits problèmes, des petits handicaps, il faut toujours aller plus haut, toujours aller plus loin. C'est vrai que donc c'est un message un peu universel qui concerne tout le monde. Oui, voilà. Pour raconter ton histoire, tu as beaucoup cité ta grand-mère. Ouais. Et ça m'a touché parce qu'on a tous un lien particulier avec sa grand-mère. Et tu nous as rappelé le fait que c'est lorsqu'elle t'avait emmené au cinéma voir Le Bossu de Notre-Dame, où tu t'es dit il est bossu, il a réussi et je peux réussir. Ouais. Mais avant tout, tu es un artiste à part entière. Certes, tu es bègue, mais tu es un artiste. Et les émissions auxquelles tu as participé ont montré tout ton talent, parce que tu as un véritable talent. Et donc la question, c'est quel est ton modèle? Au-delà du Bossu de Notre-Dame, mais quel est ton modèle dans la profession et dans le métier qui est le tien aujourd'hui? Ok. Oh bah alors là, on en a plusieurs, mais quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, c'est Nelson Mandela en fait. Parce que ce monsieur-là, il n'aurait pas dû avoir la destinée qu'il a eue en fait. Car il a été en prison. Après, il est devenu quand même président. C'est un homme vraiment de résilience et qui m'a vraiment beaucoup apporté dans ma vie. Et il y a aussi un autre dans le côté plus artistique, c'est Jean Dujardin. C'est plutôt un film. C'est The Artist. Je vais voir ce film-là et je me dis, oh là 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 là, j'ai pris une énorme claque et pourtant le mec, il ne dit pas un mot du film. Eh ben attends, allez, Arnaud, j'ai une question car on a vu qu'en ce moment, avec Joe Biden, un bègue est passé au pouvoir. Est-ce que toi, tu aurais pu être maire bègue ou bien être associé à ton adjoint bègue ou bien handicapé? Oui, alors Joe Biden, c'est un bègue ou un ancien bègue, Oui. Mais il a aussi une autre qualité, c'est qu'il s'appelle Joe Robinette Biden. Et dans la vie politique française, on a aussi un exemple d'une personne bègue qui a réussi, alors qui n'a jamais été élu président à son grand désespoir, c'est François Bayrou, qui a joué aussi sur son histoire. Quand je dis jouer sur son histoire, c'est qu'il a raconté le fait qu'il était bègue durant sa jeunesse et que ça lui a permis d'être prof, d'être faire de la politique, ça lui a permis justement de, je dirais pas d'effacer son passé comme parfois il semble vouloir le dire, mais en tout cas d'avancer. Mais je pense que oui, on peut avoir un handicap et exercer des fonctions politiques, avoir des responsabilités locales ou nationales. Dans mon équipe municipale, j'ai une adjointe en charge du handicap, l'inclusion,
et qui est elle-même en fauteuil et qui présente un handicap, et ça ne l'empêche pas, bien au contraire, d'être excellente, en tout cas dans la mission que je lui ai confiée. Ah, trop bien. Merci Arnaud. Merci à toi Valentin, et je te dis en tout cas à très bientôt, j'espère, ici à Reims. Avec plaisir. En plus, la ville est très très belle. La ville est top. Mais en tout cas, tu es ici à Reims chez toi. Merci, Et Arnaud. comme chacun son métier, je crois que je vais redonner ma place à Ruben pour clôturer cette interview. Merci à toi et à très bientôt Merci. Valentin. Merci beaucoup Valentin. Merci Ruben. Ensuite, en actualité, les prochaines dates de spectacle et puis tout ce qui tourne autour de ta carrière sur Instagram. Je sais que tu es très actif. Il y a des vidéos très drôles sur ton Instagram, de jolies Merci. photos également. Vous rejoignez Valentin et puis très bientôt, une nouvelle personnalité viendra ici. Ils viennent me rejoindre et ils nous racontent leur histoire.